Donc, bienvenue à la journée technique régionale de la mission interfilière tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous êtes bien sur l'atelier de l'énergie. Je suis Laurie Marrakest, chargée de mission à la NAPA, la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air, qui est membre de l'interfilière aux côtés de l'UMI Nouvelle-Aquitaine et de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, lors de cet atelier, nous accueillons 3 témoins. Jean-Pascal Caillot du centre de plein air de Latus, qui est situé à Latus-Saint-Rémy dans la Vienne. Bonjour Jean-Pascal, est-ce que vous souhaitez vous présenter? Oui, bonjour, je suis responsable environnement du CPA de Latus. Merci. Bonjour également à Frédéric Petiteville de l'hôtel-restaurant L'Évêque à Biscarrosse dans les Landes. Est-ce que vous souhaitez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour, si vous voulez. Donc, Frédéric Petiteville, hôtelier-restaurateur à Biscarrosse-Plage dans les Landes. Voilà, délégué pour l'UMI au niveau de la branche des saisonniers également. Voilà. Merci. Et enfin, Morgane Moreau du camping Au Port Punet à Châtelaillon-Plage dans la Charente-Maritime. Bonjour Morgane. Bonjour Laurie, bonjour à tous. Donc, je suis Morgane Moreau, propriétaire du camping Au Port Punet à Châtelaillon et je suis aussi vice-président de la Fédération 17 en Charente-Maritime. Donc, quelques consignes pour le fonctionnement de cet atelier. Donc, cet atelier sera enregistré pour pouvoir le rediffuser après l'événement. Nous vous prions de bien vouloir couper vos micros et vos caméras durant cette présentation. Vous avez un fil de discussion où vous pouvez donc rédiger vos questions. Si jamais vous souhaitez prendre la parole pour poser une question, vous pouvez lever la main à l'aide du petit icône en haut à droite de votre écran. Et puis, donc, pour prendre la parole, vous pourrez bien évidemment réactiver votre micro et votre caméra. Et puis, donc, si jamais nous n'arrivons pas à répondre à toutes vos interrogations, une fois aux questions sera rédigée après l'événement pour apporter des réponses. Je vais laisser la parole à Jean-Pascal Caillot du centre de plein air Latus. Donc, il me semble que ça fait plus de 40 ans que le CPA Latus mène une politique environnementale. Donc, nous pouvons vraiment dire que le tourisme durable est dans les gènes de cette association. Jean-Pascal, est-ce que vous voulez bien vous présenter votre structure et puis les activités que vous y faites? Oui, déjà merci de m'accueillir. J'ai pas pu passer la journée avec vous, mais j'ai plaisir à vous rejoindre maintenant. Le CPA de Latus, c'est une association donc créée dans les années 80 avec un projet de base et de départ centré sur l'éducation, la sensibilisation et la formation des gens et une entrée qui fait partie de nos motivations cœur de départ de dire qu'on ne pouvait pas imaginer d'éducation et d'émancipation de la personne sans prendre en compte la place de l'homme dans un environnement et dans un rapport plutôt apaisé avec l'environnement. On a dès le départ rassemblé des militants autour de ces questions-là, à la fois de l'éducation populaire, à la fois de la prise en compte de l'environnement. Je peux peut-être vous dire un mot sur le centre lui-même. Peut-être la première image que l'on voit pour vous donner une petite idée. Donc, c'est une très grosse structure. Elle est organisée sur la slide en haut à gauche, la photo en haut à gauche, autour d'un espace d'accueil qui comprend des équipements classiques d'hébergement et de restauration, avec des terrains de camping qui nous permettent de gérer à peu près 60 et quelques mille nuitées chaque année. La plus à gauche en bas, c'est c'est un autre lieu, puisqu'il y a 3 sites distincts dans un rayon de quelques kilomètres, c'est tout près. C'est un hameau où sont organisées nos activités d'éducation à l'environnement et notre centre d'activité d'insertion, je vous en dirai un mot tout à l'heure, et un centre équestre en bas à droite qui est notre dernier équipement. C'est à peu près 120 salariés, dont près de la moitié
qui sont dans des dispositifs d'accompagnement et d'insertion pour un budget de 5 millions d'euros de fonctionnement, dont la moitié évidemment centrée sur les activités, le salaire, le travail. Et par notre statut de propriétaire de notre équipement, donc nous avons à peu près 2 millions et demi de charges de structure inhérentes à l'entretien de notre équipement, puisque nous sommes propriétaires de cet équipement-là. Sur les diapos juste à côté, donc là vous êtes dans le bâtiment, une partie du bâtiment d'accueil, génération BBC pour une part et HQE de l'autre. Donc la particularité du CPA dans son modèle économique, c'est que nous avons un budget de fonctionnement autofinancé, mais que nos équipements et nos investissements notamment ont toujours été soutenus par les pouvoirs publics. Et après être passé par des années, on va dire, d'émergence, de preuves à faire auprès des partenaires, nous avons été largement soutenus dans notre politique d'équipement, ce qui nous a permis à la fois d'intégrer concrètement, matériellement, nos préoccupations environnementales dans des équipements de très haute qualité qui sont pour nous, sur notre budget de fonctionnement, évidemment, à la fois moins coûteux et plus raccord avec nos valeurs, on va dire, de base. Donc là, ce sont des chambres classiques très modulaires et très adaptables, puisque le centre accueille des groupes de toute nature avec des modifications très régulières des configurations. Ça va entre tout simplement les accueils scolaires qui sont en période hors Covid tout à fait importante, les centres de vacances, bien sûr, les colos, mais aussi les séminaires, des rencontres de travail. Peut-être la diapo suivante sur l'équipement restauration. Donc, on a 250 places de restauration avec 2 cuisines. Et depuis maintenant une dizaine d'années, un choix de resserrer les circuits de distribution pour travailler sur des produits locaux et beaucoup plus de saisonnalité, beaucoup plus de production locale, qui permet aussi de réduire ce qu'on appelle les énergies grises, les énergies un peu cachées dans les produits qui ont souvent un impact important, indirect, qu'on voit pas forcément, mais en tout cas pour la plupart maintenant de nos repas, on achète dans un rayon de 50 km et on accentue la dimension saisonnalité encore plus. Une autre diapo peut-être, Laurie. Voilà. Et alors du coup, ce qui est notre caractéristique, donc c'est d'organiser des séjours sur la base d'activités. Donc on ne gère que des groupes et nous n'accueillons que des groupes qui pratiquent des activités chez nous. Donc nos 4 grands secteurs d'activité, ce sont les activités sportives de pleine nature, le VTT, l'escalade, le tir à l'arc, la spéléo, le canoë. Les activités plutôt culturelles autour du cirque, puisque nous gérons un cirque, et des activités équestres pour tout ce qui est volet plein air, le complément des sports. Et une de nos forces particulières, c'est un travail très important autour des questions d'énergie, puisque le CPA de l'ATU est labellisé CPIE depuis 1995. Et donc, ça représente à peu près un tiers de notre volume d'activité, à la fois pour les groupes en séjour, mais aussi à l'intérieur du territoire, en nous déplaçant, puisqu'on se déplace sur les sites d'activité. Là, vous voyez une collègue qui travaille sur la question de la prise en compte des parcs éoliens, puisqu'il y a pas mal de projets de parcs éoliens dans le territoire. Et nous sommes sollicités par les communes ou par les collectivités locales pour développer une politique d'éducation à la transition écologique permanente. Voilà. Et une dernière diapo, juste pour vous dire que alors ce qui est dans nos gènes de départ sur les questions d'éducation populaire ou de formation, d'émancipation des personnes, c'est que nous gérons simultanément un chantier d'insertion pour les personnes du territoire autour d'activités agricoles, forestières, d'aménagement de l'espace,
de ferme pédagogique, puisque nous avons une ferme pédagogique, de potager de production, puisque nous avons un potager de production pour nos usagers qui viennent en séjour. Et bon, tout le CPA tourne autour de ces questions de prise en compte un peu de la dimension sociale de la transition énergétique et climatique de manière plus générale. Et on a toujours axé notre politique sur les questions de formation, d'éducation, de sensibilisation. Hein. On peut y mettre à peu près tous les termes que l'on veut. C'est notre étape la plus aboutie dans notre process. Hein. On est parti d'un process de militants écolos issus plutôt des mouvements écolos des années 80. On a eu une vague extrêmement importante d'investissements très lourds pour mettre notre équipement à niveau, que ce soit en termes d'épuration de l'eau, de construction HQE, BBC, comme je vous disais, de chaudière bois, d'installation photovoltaïque et aujourd'hui de travail sur plutôt la partie repas, à une étape de labellisation, puisque nous avons été labellisés écolabel européen il y a maintenant 12 ans. On était le premier centre d'accueil de public écolabellisé en France à ce moment-là. Et aujourd'hui, nous vivons une question un petit peu cruciale que, alors pour les personnes qui s'intéressent à l'évolution des prises en compte de questions environnementales en interne, au niveau plutôt du management, c'est une question qui nous est posée depuis le début, mais qu'on n'avait pas forcément réglée jusqu'à présent. C'est la question de l'adhésion de nos salariés en profondeur sur ces valeurs-là. Vous avez compris qu'on était nombreux, très nombreux. Le label, l'écolabel, il est porté en gros par l'équipe de management, de direction et un référent écolabel. Un certain nombre de salariés dans l'équipement, que ce soit plutôt le personnel d'entretien, le personnel de cuisine, de restauration, d'hébergement, sont aux premières loges sur l'écolabel. Les éducateurs environnement sous une autre forme sont aussi un petit peu aux premières loges, mais on a un palier qui est toujours un peu difficile à passer et on le rencontre au fil du temps, mais c'est de plus en plus marqué, qui est de chercher une adhésion profonde, complète, unanime de l'ensemble de l'équipe. Et c'est du coup un petit peu le challenge du moment. Si ça vous intéresse, là je vais dépasser mon quota de temps, mais si ça vous intéresse, on pourrait éventuellement y revenir. Oui, merci Jean-Pascal. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Voilà. Est-ce que Jean-Pascal voulait ajouter une remarque sur la maîtrise de l'énergie au sein de votre établissement? Sur la maîtrise de l'énergie, donc c'est une des cibles relativement simple à gérer en termes d'équipement, c'est-à-dire avec un portage par l'association en améliorant considérablement les équipements. Donc, on a des équipements aujourd'hui qui ont triplé de surface au fil des 20 dernières années. On a 200 lits d'hébergement et on a la même consommation énergétique avec des équipements performants que ce qu'on avait il y a 20 ans avec notre première passoire énergétique. Donc, du coup, c'est vrai que le modèle économique d'aide à l'investissement pouvait nous permettre de faire ça et on l'a largement assumé. L'autre cible qui est le changement de source énergétique, on est passé au bois plaquette. Alors, pas la plaquette forestière, mais la plaquette usine, qui est une plaquette un peu calibrée, un peu fine, un peu coûteuse, nous a permis de réaliser là aussi une réduction d'à peu près 20% des coûts énergétiques. Et puis, en dernier lieu, mais c'est presque anecdotique, on a installé 4000 m² de photovoltaïque en production d'énergie photovoltaïque au bon moment de prix de marché par rapport à la vente de l'énergie. Donc, toute notre énergie est revendue pour qu'ensuite on la rachète au prix du marché comme tout le monde, puisqu'on paye notre énergie comme tout le monde.
Et ça, c'est ce qui nous a permis quasiment de réduire aussi de moitié encore notre facture énergétique. Je ne parle pas du bilan. On ne produit pas avec 4000 mètres carrés suffisamment d'énergie pour accueillir l'ensemble de pour entretenir l'ensemble de notre équipement en matière d'électricité. Par contre, en termes de coûts économiques, on équilibre. On produit assez d'électricité d'un côté pour payer notre facture électrique de l'autre. Très bien. Merci Jean-Pascal pour ce témoignage. On va passer du coup maintenant à Frédéric Petiteville, donc l'hôtel Les Vagues à Biscarrosse, sur l'efficacité et la maîtrise de l'énergie. Donc, ça fait maintenant plus de 10 ans que vous êtes écolabellisé, Frédéric. Par où avez-vous commencé dans votre transition et la maîtrise de l'énergie? Alors, ça fait beaucoup plus de 10 ans parce qu'on a la chance d'avoir le numéro 13 en termes de certification. Donc, on est le 13e établissement en France à avoir été certifié. Ça doit faire dans les, je sais pas, 14 ans ou 13 ans, quelque chose dans ce genre-là. Alors nous, rapidement, parce qu'on va centrer le sujet, je suis désolé, hein, je n'ai pas préparé de slide pour présenter l'entreprise, c'est surtout pour parler de la partie économie d'énergie et gestion des fluides et des différents... voilà. Nous, on a un bâtiment qu'on a racheté en liquidation, donc qui était en front de mer, enfin en bord de mer, on a 400 mètres de l'océan. Je vous laisse imaginer le bâtiment, c'est une véritable passoire surtout. On a refait au fur et à mesure et on a tout refait dernièrement là sur 2 phases de travaux. C'est une petite structure, hein, 28 chambres, un restaurant de 80 places, mais par contre on est axé dessus depuis un bon moment. Donc on a en gros point, on a mis le chaude solaire il y a maintenant 11 ans avec l'ADEME. Pareil, on a servi un petit peu de tête parce que c'était le premier hôtel à mettre ça avait été fait dans d'autres types d'établissements, mais pas dans l'hôtellerie, et encore moins dans une hôtellerie de saison. Donc, très content, ça fonctionne très bien. Juste difficulté d'avoir effectivement dans le temps des entreprises qui assurent le maintien et la maintenance, je veux dire, du matériel. Mais là, c'est bon, c'est reparti. On a trouvé ce qu'il fallait. Donc, il y a plein de choses. On peut travailler sur plein de choses. Hein, l'eau, l'électricité, le gaz. Alors, l'eau, ça peut être l'eau dans l'établissement, mais ça peut être l'eau également pour les jardins. Ça peut être travailler le type de faune et flore que l'on met dans nos jardins respectifs pour respecter ce qu'on a naturellement dans nos secteurs. J'entends par là, on va éviter de mettre des palmiers ou quoi que ce soit en bord de mer sur l'Atlantique parce que c'est un non-sens. Ensuite, très honnêtement, on pourrait parler sur beaucoup de choses, mais voilà, je pense que l'Ecolabel est un très bon système. Au niveau de la gestion des fluides, on a un suivi maintenant sur plus de, je vous dis, 13-14 ans des consommations électriques d'eau. Le gaz, c'est une toute petite partie parce que je ne l'ai qu'en cuisine. Et encore sur 4 postes, tout le reste est électrique dans la cuisine, donc c'est vraiment epsilon. Je pense que j'ai moins de gaz dans la cuisine du restaurant, enfin dans l'hôtel de manière générale, qu'on pourrait l'avoir dans un hébergement individuel. Donc voilà. En ce qui concerne la production de chaude solaire, oui, c'est très intéressant parce que certes, je n'ai pas eu une baisse je dirais, on va dire de ma facture électrique pendant 10 ans, mais par contre, elle n'a pas augmenté. Donc, quand on regarde le prix le coût du kilowattheure sur les 10 dernières années, on voit qu'au final, on a réellement baissé notre facture. Voilà. Très bien, merci pour ce témoignage. Donc, finalement, quels sont les investissements dont vous êtes le plus fier ou qui a le mieux fonctionné dans votre établissement? Alors là, on a tout refait sur les 2 dernières antésaisons. Donc, comme vous pouvez voir sur une photo, je pense que vous avez dû prendre sur le site et je vous en remercie. Donc, on a tout refait. Ça va jusqu'à la peinture Ecolabel ou bio ou sans émanation. Le sol également. Donc, ce sont des revêtements. Les télés sont en AAA, même si ça change, je crois, cette année. Voilà, il y a plein de choses, mais je pense que les choses dont on peut être fier, c'est un peu tout. Il n'y a plus un seul, tout est en LED. On n'a plus une seule ampoule autre. Où ça a été difficile les premières années sur le LED, c'est que le LED ne fonctionnait pas avec des variateurs.
Or, dans les classements de restaurants, on nous demandait un éclairage sur variation en fonction du classement que l'on voulait avoir dans la restauration. Donc, c'était le chat qui se mordait la queue. Où je suis très... vous avez vu, en plénière, j'ai écrit quelques notes concernant le traitement des déchets, et là, ça me fait toujours disjoncter. Et on avance, sur mon secteur, je crois ça restera lettre morte, ou du moins je serai à la retraite avant que ça change. Oui, j'ai investi dans un camion, une remorque, et puis j'ai une personne de mon équipe qui, 1 à 2 fois par semaine en saison, fait la rotation avec le centre de tri. Bon. On n'a pas eu pour autant une baisse de la facture du siloam, mais c'est comme ça. Après, non, c'est un petit peu tout. Il n'y a pas que la production d'eau chaude solaire. Ça, c'est vrai que pour nous, c'était une innovation parce qu'on l'a mis en place en 2021. On a dû le mettre en place en 2008 ou 2007. Voilà. Et voilà, c'est à peu près tout. Oui, alors on a 2 petites questions dans le chat pour vous. Je vais vous les citer. Un participant demande donc s'il n'y a pas de pénurie d'eau chaude lors de vos gros tirages sur le solaire. Non, pas du tout. Pas du tout. J'irais même jusqu'à dire, c'est que nous on avait prévu, alors c'est vrai que dans l'intervention en plénière, on disait qu'il faut faire attention à faire l'installation qu'en fonction de notre besoin réel. Sauf que nous, à l'époque, on avait un projet d'agrandissement, donc on l'avait mis en place, on l'avait intégré dedans. Suite à un problème familial, perso, on n'a pas fait d'agrandissement, on est resté tel quel, on a juste fait la rénovation complète de A à Z, parce qu'on a gardé que les murs béton, on est reparti sur du neuf. Par contre, l'avantage, c'est que là, effectivement, on n'a pas besoin de soleil réellement avec la production d'eau chaude solaire. C'est vraiment la clarté. Là, comme on a en ce moment, il ne fait pas terrible et c'est limite un peu du crachin, mais c'est clair. Et donc, si on voit la production, je suis pratiquement sûr qu'on est déjà à 80 degrés. Quel est le nom Juste pour compléter, d'un point de vue technique, en fait, sur le solaire, il y a toujours un appoint derrière qui permet d'apporter le complément. Donc, voilà, il se peut que s'il y a un gros soutirage, il y a l'appoint qui vient compléter, en fait. Voilà, tout à fait. Donc, nous, on a 2 gros cumulus en ECS. Et un cumulus, donc c'est monté en chaîne, je crois qu'on dit ça comme ça, parce que je suis absolument pas technicien. En série, on dit. En série, pardon. Donc en dernier, on en a un effectivement qui peut, si jamais la température du dernier n'est pas la température requise pour aller dans le circuit du bâtiment, lui se met en marche. Voilà. Mais il se met en marche très peu parce que on a, pour vous donner une idée, l'hiver, alors que le bâtiment est fermé, je laisse les portes du local technique ouvert, ça me chauffe une partie du couloir. Voilà, merci. Donc, on a aussi le réseau CRER qui est présent avec nous et qui peut vous orienter, vous les professionnels, vers les bons réseaux d'eau chaude solaire et de maintenance et vers les bonnes entreprises finalement. Merci Frédéric pour ce témoignage. Au plaisir. On va accueillir maintenant donc Morgane Moreau, gérante du camping au Port-Punet à Châtelaillon. Donc c'est un camping 4 étoiles qui est aussi dans la démarche éco-responsable. Donc Morgane, est-ce que vous voulez bien présenter votre établissement, les motivations à intégrer une démarche éco-responsable et puis quels sont les résultats dans votre camping? Ok, bonjour à tous. Rapidement, camping au Port-Punet, donc c'est un petit camping 4 étoiles familial à taille humaine, c'est à peu près 150 emplacements. Il y a 37 locatifs, donc mobil-home et lodge sur pilotis, et le reste c'est ce qu'on appelle des emplacements nus. On est donc situé à Châtelaillon-Plage, donc 15 km au sud de La Rochelle, et on est à 300 mètres de la première plage. On a un côté un petit peu atypique dans le sens où on a une clientèle européenne, notamment sur la zone Benelux, Royaume-Uni et Allemagne. Donc c'est vrai qu'on est à 70%, on va dire, d'étrangers, même lissés sur la haute saison, qui se rééquilibre. Hein. Mais voilà, on est un petit peu atypique dans ce sens-là. On a lancé nos démarches et pour respecter un peu nos engagements environnementaux assez tôt aussi, en 2006 pour la clé verte et en 2009 pour l'écolabel européen. Bon, après, il y a eu d'autres certifications mais qui sont hors du développement durable. Mais donc voilà, ces engagements ont été déjà annoncés et lancés déjà depuis quelques années.
Et puis, des fois, on innove de manière forcée. C'est-à-dire qu'on a eu la malchance de subir la tempête Xynthia en 2010. On a été fermé pendant une année. Et des fois, voilà, ça nous pousse à innover en ordre de marche. Et donc, on a refait une partie importante de notre réseau et on en a profité pour passer une étape supplémentaire en installant une GTC, donc une gestion technique centralisée, sur l'ensemble du terrain et sur nos locatifs à l'époque. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on pouvait maîtriser de l'accueil la température qu'il y avait dans les mobil-homes, les consommations d'eau. Ça nous permettait également de gérer les emplacements camping, c'est-à-dire que sur chaque emplacement, on pouvait donner l'information et donner la directive de on allume ou on éteint l'électricité. Donc voilà, et puis ensuite rapidement on a vu, on le verra dans les slides effectivement que vous mettez, mais on a fait des économies substantielles assez rapidement, ce qui nous a poussé après en 2020, l'année dernière, d'intégrer en fait des éléments et des équipements supplémentaires avec une modernisation de cette GTC. Qu'on a un petit peu plus automatisé, couplé avec notre PMS, donc notre logiciel de gestion, qui nous a permis de refaire monter des alarmes et puis d'automatiser certaines tâches. Donc sur la motivation, effectivement, voilà, c'est Jean-Baptiste Dagréou, notre président régional, nous indiquait tout à l'heure, effectivement, c'est dans notre ADN, mais effectivement, on a toujours fait, comme l'ensemble de nos collègues, de notre mieux pour développer en fait un tourisme respectueux de son environnement et essayer de s'y intégrer au mieux. Et puis, comme je vous le disais, donc la tempête Xynthia nous a un petit peu mis un coup de pied aux fesses et ça nous a permis de rebattre les cartes et de franchir une marche supplémentaire dans nos engagements environnementaux. Vous voyez un petit état des lieux effectivement sur les différentes solutions. Donc ça passe par plusieurs étapes. Il y a forcément, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Jean-Pascal, on est obligé de mettre en place des outils au préalable pour pouvoir ensuite passer à l'étape un petit peu ultime, qui est le management à la fois de nos équipes, mais aussi la sensibilisation de notre clientèle. Donc la mise en place de cette GTC, effectivement, c'est dans les mobil-homes d'intégrer une forme d'intelligence qui indique quelle est la température avec des consignes que l'on peut dicter suivant les saisons. Voilà, tout est assez agile, suivant les saisons, suivant le remplissage. On envoie une information pour que la température soit à tel degré pour éviter des surconsommations, parce que chaque degré, on n'est pas sur du proportionnel, mais sur de l'exponentiel en termes de consommation. Donc la mise en place de compteurs, alors que les compteurs d'eau et les compteurs électriques, mais pas de manière individuelle en tout cas pour les compteurs électriques, puisqu'on le gère par zone, ce qui nous permet de faire du délestage, et l'intégration effectivement de nouveaux bâtiments, de nouveaux équipements comme notre espace bien-être, qui sont des espaces fondamentalement en fait très consommateurs. L'idée était d'intégrer tous ces nouveaux services, piscine, espace bien-être, sans augmenter en fait notre abonnement auprès de notre fournisseur d'électricité, en faisant du délestage et en optimisant nos consommations électriques. Donc je vous le disais, voilà, chaque borne électrique également sur le terrain de camping est reliée à notre GTC et maintenant à notre PMS. Ce qui fait que quand quelqu'un arrive à l'accueil, alors on a déjà l'information à la réservation, c'est une grande partie des réservations forcément, mais même pour les gens qui arrivent comme ça à l'improviste, ils se renseignent, on a leurs informations, ils prennent ou pas l'option d'avoir l'électricité sur leur emplacement pour un emplacement nu, et ça déclenche directement l'électricité sur l'emplacement, ce qui nous permet effectivement d'éviter ce qui était le cas initial en 2010, mais c'était d'éviter de mettre des saisonniers qui sont souvent des jeunes étudiants, de mettre les mains dans les compteurs électriques et puis d'enclencher ou ne pas enclencher l'électricité, et d'éviter de la laisser allumer, puisqu'on a toujours des clients qui sont très économes, eux, sur leur volonté de facture, mais pas sur la nôtre. Donc voilà, ils ont tous des camping-cars avec des panneaux solaires, et résultat des courses, en fait, ils essayent toutes les bornes électriques aux alentours, et puis quand ils n'ont pas d'électricité, ils reviennent nous voir en demandant « je vais quand même prendre l'option électricité », c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc tout ça, c'est d'optimisation. Et sur les compteurs d'eau, ça nous a permis de faire des grosses économies également. Sur le premier volet de la GTC en 2010-2011, quand on a réouvert,
L'investissement est aux alentours de 20 à 25 000 euros, ce qui est quand même pas négligeable, hein, clairement. Mais dès la troisième saison, dès la fin de la deuxième saison et donc dès la troisième saison, en fait, cet investissement il était amorti. On avait vraiment un souci sur l'optimisation de nos consommations d'eau notamment, donc qui ont après été résolus rapidement, et sur aussi la consommation électrique, comme je vous le disais, avec certains clients des fois un petit peu qui manquait un peu de civisme. Et le deuxième volet sur l'année 2020, l'année dernière, le deuxième volet avec une optimisation et puis rendre cette GTC encore un peu plus abordable pour l'ensemble des collaborateurs, parce qu'avant c'était un petit peu moi qui mettais les mains non pas dans le cambouis, mais dans la technique, et comme je ne suis pas toujours là, ça permettait à l'ensemble des collaborateurs de pouvoir gérer ça, donc automatisation avec le PMS. Et ça, c'était un surcoût effectivement de à peu près 15 000 euros, mais là avec vraiment un gain, alors qui sera moins important puisque de grosses parties d'économie avaient déjà été réalisées au préalable, et qui par contre va apporter un confort à l'ensemble de notre gestion, mais aussi à nos équipes, à nos collaborateurs. On en parlait tout à l'heure, on a peu de consommation maintenant en gaz, nos mobil-homes sont passés en électrique pour la production d'eau chaude, et avec une forme de délestage par tranche dans le camping, mais aussi avec une optimisation du chauffage de ces chauffe-eau en fait, dans les heures creuses, etc. On est aussi sur des économies non négligeables. Donc tout ça fait que voilà, le dernier investissement sera peut-être un peu moins bien amorti aussi rapidement que le premier, mais en tout cas on y apporte aussi du confort, plus de modifications de bouteilles de gaz pour nos collaborateurs, en termes de pénibilité, en termes de risque. On a vu aussi certains campings, certains confrères qui ont eu des soucis avec des mobil-homes qui pouvaient prendre feu, etc. Donc tout ça a été pallié, et donc là, à travers ces outils mis en place, on en revient un petit peu à ce que disait tout à l'heure Jean-Pascal. Ça nous permet aussi, à travers les labels dont on parlait, Clé Verte et l'écolabel européen, nous, ce sont vraiment des outils de management pour nos collaborateurs, et on tire ces équipes vers des objectifs qui ne sont pas uniquement quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Et l'ensemble des équipes y trouvent forcément un bénéfice. Et pour nous, c'est vraiment un leitmotiv maintenant depuis quelques années. Sur ce slide-là, oui, j'accélère, excusez-moi. Sur ce slide-là, effectivement, vous avez quelques copies d'écran, cherchez le mot en français, sur voilà notre GTC, donc c'est un back-office, on travaille avec Deltador, qui reprend une copie en fait du camping avec l'ensemble des emplacements avec des prises, et chacun des mobil-homes qui est piloté de l'accueil, l'espace bien-être et les piscines également. Donc dès qu'on a des problématiques de taux de pH ou de taux de chlore dans les piscines, on a des remontées des alarmes, même si c'est automatisé, et également sur des chambres froides, donc pour éviter que le personnel de la restauration laisse une porte ouverte, et bien en fait dès qu'il y a une baisse ou une remontée des températures, on a une alerte également. Donc voilà, tout ça c'est de l'automatisation. Un exemple sur la slide en haut à droite, c'est typiquement, alors, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, c'est sur la gestion du mobil-home, donc c'est assez fin. Sur les températures, la température du chauffe-eau, est-ce qu'on allume les lumières ou pas à l'extérieur, est-ce qu'on allume la prise à l'extérieur sur la terrasse ou pas. C'est plein de petites options, et tout ça c'est couplé à la fois au PMS, logiciel de gestion, et à la fois à notre contrôle d'accès. Où en fait, ça se fait beaucoup dans les mobil-homes avec les contacteurs à clé. On est passé maintenant avec des badges où en fait, avec une technologie RFID qui fait que si la carte est dedans ou si le bracelet est dedans, ça peut permettre d'avoir de la lumière. Sinon, ça éteint la lumière. Donc là aussi, on baisse les consommations électriques. Voilà, des informations sur l'utilisation des compteurs électriques et leur consommation. Et sur les screens, effectivement, là, c'était en période hivernale, donc il n'y a pas grand-chose, mais sur les consommations d'eau, tout à fait, des différents compteurs divisionnaires. Les retombées économiques, je vous en ai déjà parlé, mais effectivement, sur nos charges, sur nos fluides, elles sont importantes. Elles l'ont été, elles continueront à l'être. Pour l'instant, même si tout à l'heure, le président Rousset disait qu'il y avait une forte sensibilité à la clientèle. Oui, je pense, mais pour l'instant, ça ne se démontre pas. Les gens ne viennent pas encore pour ça. Alors peut-être que la crise et la pandémie actuelle fera que ça sera un nouveau volet, peut-être, et tant mieux. Mais il n'y a pas une incidence phénoménale sur la fréquentation, en tout cas, mais ça le deviendra probablement. Mais sur nos charges, clairement, aujourd'hui, on ne peut pas augmenter indéfiniment nos prix
En termes de location, voilà, quand on loue un mobil-home 800 ou 900 euros la semaine, on est arrivé au bout du bout, ou 1000 euros, on est arrivé un peu au bout du bout, en tout cas suivant les secteurs géographiques. Et donc la maîtrise, elle passe par ces économies d'énergie-là. C'est là où on va pouvoir essayer de ne pas trop rogner sur notre marge, donc c'est de faire des économies sur nos consommations. Les retombées aussi sociales, donc on va en parler. Pour nous, effectivement, c'est un guide. Maintenant, tous ces engagements-là et le respect et le suivi en fait de ces consommations et cette démarche un petit peu RSE, elle est de sensibiliser à la fois bien sûr notre équipe, nos collaborateurs. Et puis, ça passe aussi par une sensibilisation forte de nos clients. Et notre clientèle, notamment internationale européenne, y est attachée. Et ça devient de plus en plus, effectivement, pour les Français. Et sur les retombées environnementales, effectivement, voilà, on essaye au mieux de regarder nos consommations et notre empreinte carbone, mais aussi notre empreinte globale dans son environnement. Et puis l'idée, voilà, on a déjà mis ça en place avec les différents labels, mais on essaye de favoriser l'économie circulaire, de préserver notre biodiversité. On a revu et repensé aussi nos consommations, même si elles ne sont pas facturables, mais voilà, même nos consommations d'eau pour les plantations. Donc on est effectivement sur du code à gouttes depuis de nombreuses années, mais là aussi en fait tout est auto-régulé avec des heures bien précises pour pas que ça consomme trop. Et puis voilà, cette pandémie aussi nous oblige aussi à revoir effectivement des systèmes de vente comme le click and collect. C'est très à la mode en ce moment, et à favoriser tout ce qui est biodégradable. Voilà, pour faire court. Merci beaucoup Morgane pour ce beau témoignage. On a une petite question donc dans le chat, c'est est-ce que la GTC peut-elle être mise en place avec des radiateurs gaz? Oui, ça peut être mis en place. En fait, alors il y a à la fois des détecteurs qui se mettent maintenant, qui sont à la mode dans l'HPA sur des bouteilles pour optimiser la consommation de la bouteille, et suivant ce qui est utilisé, est-ce qu'on consomme la plaque de cuisson, on va vider au maximum la bouteille parce qu'on sait qu'on va pas avoir de problème de bouteille vide et d'inconfort pour le client. Donc si on est sur une douche, on tape dans la deuxième bouteille. Si on est sur des petites consommations comme une plaque de gaz, on peut utiliser une première bouteille. Donc il y a des systèmes qui existent comme ça, mais le système de la GTC que l'on utilise nous, et donc plus sur le gaz, le permet également en fait. Donc ça peut être relié sur des détendeurs et avoir l'information. Et également sur du gaz en citerne? Alors sur le gaz en citerne, probablement, nous on ne l'a pas fait, parce qu'on est aussi dans une démarche, je me renseignerai effectivement auprès du CRER et puis de l'ADEME, mais on a été longtemps en attente de pouvoir passer. Alors c'est vrai qu'on a fait de lourds investissements ces dernières années entre un espace bien-être, de nouveaux mobil-homes avec un parc entièrement rénové, et c'est vrai que maintenant la deuxième phase c'est d'optimiser, de continuer à optimiser avec la production d'eau chaude sanitaire. Donc on a en plus des bâtiments qui sont plutôt bien exposés pour la piscine, pour la production d'eau chaude également au sanitaire, et puis aussi sur de l'autoconsommation en fait par rapport à certains autres bâtiments. Donc on est dans cette phase-là maintenant. Ouais. Juste pour compléter sur le gaz de citerne, je pense que il doit exister des compteurs communicants, mais ça nécessitera sur la sortie du compteur de l'alimentation, de mettre un compteur en fait qui puisse communiquer et que la GTC puisse obtenir cette information-là, quoi. Voilà. Notre prestataire le fait avec certains campings ou avec des industries. Donc ils sont capables de gérer. C'est ni plus ni moins qu'un compteur à impulsion. Alors faut espérer que ces compteurs-là, que je n'ai pas essayé, mais en tout cas a priori ça fonctionne. Je les ai pas essayés, mais je sais que les compteurs utilisés par nos propres prestataires, que ce soit Butagaz ou autres, qui fonctionnaient en fait via des puces GSM, marchaient très peu. Donc en tout cas nous on fonctionne essentiellement sur du filaire. Donc comme ça l'information passe pas par du Wi-Fi, il n'y a pas de perturbation. Merci pour Morgane pour ce témoignage. On va conclure maintenant. Toutes les questions, bien sûr, auxquelles on n'a pas répondu, on les note et on fera un question-réponse qu'on vous communiquera après l'événement. Donc, vous pourrez retrouver toutes les opérations collectives de l'interfilière sur le site internet interfilière-tourisme-na.fr.
On va vous mettre le lien vers la séance plénière qui était celui-là de départ pour retrouver les solutions innovantes qui sont animées du coup par l'ADI Nouvelle-Aquitaine. Donc, merci à Jean-Pascal, Frédéric, Morgane pour leur témoignage. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation au sein de la journée interfilière.